Et souvent, on me disait, mais Maud, pourquoi t'écrirais pas un livre? Ce serait génial, etc. Et puis, à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi, ça me paraissait lunaire d'écrire un livre. Alors que le premier était un énorme best-seller, Respire est monté au top 5 en l'espace de 15 jours. Donc, tu vois, c'est au-delà de moi, quoi. C'est au-delà de moi et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre, quoi. Et je crois que c'est ça. Faire de son mieux. Je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre. J'ai fait un arrêt cardiaque. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant, je peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et je réalise exactement mes rêves. Maintenant, derrière cette réussite, il y a aussi beaucoup de peur, il y a eu aussi beaucoup de chutes. Et c'est ça que j'avais envie de parler de ça, parce que souvent, c'est complexant de voir quelqu'un qui réussit tout, et on a l'impression de se dire, bah voilà, lui ou elle réussit tout, moi je suis nulle, etc. Mais en fait, pour réussir, il faut prendre les processus et puis dépasser certaines peurs. C'est pas si simple que ça, mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend que, avant d'en arriver là, je suis tombée 1000 fois aussi. Sinon, chacun est dans ses complexes de, moi j'ai pas de chance, donc je réussirai pas, ou moi je me décourage, donc je suis quelqu'un qui est pas courageux. Non, moi je me suis découragée, j'ai procrastiné. Je crois qu'on mérite tous de se révéler tel qu'on est, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément, c'est extraordinaire. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a plusieurs mois, Christine Michaud m'avait recommandé d'interviewer Maud. En lisant son premier livre et en découvrant son histoire, c'était une évidence. Je rêvais de la voir derrière mon micro, pour qu'elle nous raconte son histoire et que je puisse lui poser des questions sur son parcours d'une si grande richesse. Avant de vous parler de Maud, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous et de vos 5 étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast et inspirer le plus grand nombre. C'est amusant, car comme Mathieu Torder, le plus jeune aventurier français que j'ai eu le plaisir de vous présenter il y a 2 semaines, Maud est diplômée d'un bachelor obtenu en Angleterre, suivi d'un master à Sciences Po. Suite à cela, Maud a su se créer une aventure d'une autre sorte. Elle enchaîne une carrière brillante. À 26 ans, elle dirige une agence de pub. À 40 ans, elle participe à la revente d'une des plus belles réussites de la tech française. De l'extérieur, tout allait bien. Mais au fond d'elle, Maud était perdue. Elle part 5 semaines dans l'Himalaya et suite à cela, elle commence à écrire son premier roman. Rapidement devenu un grand succès. Maud est aujourd'hui auteure de 2 best-sellers, coach et conférencière. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maud Ankawa. Bonjour Maud. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous... Oui, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Ça faisait longtemps que je rêvais de pouvoir t'interviewer et je suis heureuse qu'on y arrive enfin. Mais je suis ravie aussi, vraiment, vraiment. La première question du podcast, c'est je demande à mes invités de se présenter avec l'objet qu'ils ont choisi. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet objet, s'il te plaît ? Alors écoute, c'est vrai que tu m'avais posé la question d'un objet et je me suis retrouvée bien embêtée parce que je suis pas très objet en général. Donc imaginer un objet qui pourrait me représenter, c'est vrai que c'était pas si simple. Alors j'ai sollicité mon entourage, comme je fais souvent quand je n'ai pas de réponse, et pour eux c'était presque une évidence. Et ils m'ont dit, mais toi, ce qui te représente le mieux, c'est ton passeport. Et je dois dire que c'est assez juste parce que il y a une chose dont je ne peux pas me passer, c'est mon passeport, parce que j'adore voyager et je passe. Alors évidemment pas pendant cette période de confinement puisqu'il y a une période assez longue où je pouvais pas m'en servir, mais sinon je passe plutôt la moitié de mon temps dans les avions autour de la planète. Donc effectivement, je pense que c'est sans doute je sais pas si c'est un objet, mais en tout cas une chose qui me représenterait le mieux, c'est mon passeport. Et pourquoi tu voyages autant ? Parce que j'ai vite compris que le voyage, ça me permettait d'aller changer ma caméra d'angle. C'est-à-dire que, tu sais, on est éduqué dans une certaine religion, dans une certaine façon de vivre, dans un pays occidental qu'est la France. Et quand tu vas voyager ailleurs, tu t'aperçois que finalement, tout n'est pas exactement comme on t'a expliqué. En tout cas, il y a différentes façons de voir d'autres choses.
Et donc, voyager, c'est rencontrer d'autres types de civilisations, d'autres façons de voir les choses, et puis même d'autres philosophies. Et ça m'a permis d'ouvrir ce champ là où je croyais qu'il y avait des certitudes et des vérités. Et finalement, ça m'a permis de lâcher un peu mes certitudes et mes vérités pour voir qu'il y avait d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de grandir, d'autres façons d'échanger. Et ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide beaucoup. Et j'aime bien revenir dans Pourquoi pas moi sur d'où viennent mes invités. Du coup, toi, où est-ce que tu es née? Alors moi, je suis une Parisienne. En fait, je suis une banlieusarde. Je suis née à Saint-Maurice, tout à côté de Paris. Et j'ai vécu en banlieue parisienne pendant des années autour de Paris. Donc, mes racines sont en Île-de-France. Ouais. Et du coup, quel type d'enfance tu as eu? Une enfance. Je vivais en fait dans une maison familiale avec mes grands-parents au rez-de-chaussée. Et nous, on avait un appartement avec mes parents et mon frère. Donc, j'ai un frère. Et voilà, on manquait de rien. Je pense que voilà, avec une philosophie quand même où il n'y avait pas trop de religion à la maison, puisque du côté de mon père, mes grands-parents étaient juifs, du côté de ma mère, ils étaient catholiques, donc pas de religion à la maison, ce qui avait acté leur mariage. Ouais. Les grands-parents s'étaient arrangés pour dire OK pour le mariage, mais pas de religion à la maison. Donc nous, on a été élevés avec des philosophies, avec le bien, avec le mal, mais pas forcément dans une religion. Alors, pendant tout un temps, on comprenait pas, on voulait faire comme les copains, et puis finalement, moi, ça m'a permis de découvrir toutes les religions, en tout cas de me rendre compte que il y avait toujours le même message, qui était un message d'amour dans toutes les religions. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et au final, tu as choisi une religion après ou tu es restée Non, je n'ai pas choisi de religion. En fait, voilà, il y a des philosophies. La philosophie bouddhisme, je trouve qu'il y a des choses qui résonnent beaucoup en moi. Mais encore une fois, à chaque fois qu'on étudie un texte de religion, on s'aperçoit qu'elles parlent toutes de la même chose, uniquement centrées sur l'amour. Et puis après, les hommes en font d'autres choses. Mais le fond est toujours le même. Donc, non, je n'ai pas une religion en particulier. J'aime rentrer dans plein de lieux de culte. Que ce soit dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple, là où je vais, dans le pays dans lequel je voyage, j'aime ces lieux de recentrage, mais je ne suis pas d'une religion. D'accord. Et quel type de petite fille tu étais ? Alors, j'ai été plutôt très joyeuse, j'ai toujours été quelqu'un de fédératrice. Donc j'avais toujours un tas de copains autour de moi, j'organisais beaucoup de choses, j'étais plutôt chef de bande et c'était un vrai plaisir que de partager avec les copains tout ce que je comprenais, tout ce que j'apprenais. J'ai toujours été très dynamique et puis je travaillais plutôt bien sans forcer à fond. Donc c'est vrai que c'était assez simple de pouvoir faire un peu le pitre quand ça se passe bien à l'école. Donc j'étais très fédératrice et j'aimais dès le départ, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les gens, donc j'apprenais des gens aussi. Et voilà le type d'enfant que je pouvais être dans toute. Et c'était quoi tes loisirs du coup quand tu étais à la maison ou pendant les vacances ? Alors à la maison, très proche de mon frère, on a 13 mois d'écart, donc on était tout le temps fourrés ensemble, on était vraiment comme deux jumeaux. Ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, 50 ans après. Mais voilà, donc on a une relation très très proche depuis toujours. Donc à la maison, on jouait beaucoup ensemble. Et puis sinon, pendant les vacances, voilà, je voyais souvent des copains. Voilà, dans ma petite enfance, je jouais beaucoup avec mon frère. Et puis après, dès que j'ai eu l'âge de grandir un peu et puis d'être un peu plus autonome, il y avait beaucoup de copains autour, beaucoup de vacances avec les copains. Ouais. C'était plutôt ça. Et quand tu étais petite, tu te disais, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais comme métier ? Je répétais tout le temps, quand je serai grande, je ferai un monde meilleur. Ça, c'était mon grand truc. C'est beau, quand je serai grande, je ferai un monde meilleur. Et donc, je disais même pas quand je serai grande, je disais, oui, quand je serai plus grande, je ferai un monde meilleur, mais je peux m'y atteler dès maintenant. Donc, c'était un peu mon leitmotiv. Et mon grand truc, c'était effectivement de m'assurer que personne ne souffrait autour, qu'on pouvait être tous ensemble bien et que peu importe notre culture, notre religion, notre couleur de peau, c'est pour ça que c'était assez melting pot dans mes bandes d'amis.
avec des gens très différents. Le statut n'avait pas d'importance. L'important, c'était d'être ensemble et de partager des choses. Donc, j'apprenais déjà chouette. beaucoup, même des gens étrangers. On avait toujours des gens étrangers et j'apprenais beaucoup parce que j'avais soif de voyager déjà. Et donc, dès que j'avais un copain ou une copine qui venait d'un autre pays, immédiatement, je posais un tas de questions sur comment ça se passe chez toi. J'aimais ça, j'aimais ces partages-là. J'ai senti très vite que ça, c'était nécessaire pour moi. D'accord. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Alors, mes parents, ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait beaucoup de nous. Et mon père était dans la vente. Lui, il vient du monde de la vente. Et puis ensuite, il a créé une société autour de produits d'entretien. Et voilà, et ma mère l'a rejoint après pour travailler un peu avec lui quand on a grandi. Mais voilà, le voyage vient pas forcément d'eux parce que eux voyageaient pas beaucoup. Mais par contre, voilà, il y avait un lieu de vacances, c'était toujours un peu les mêmes vacances, mais voilà, on retrouvait les copains. Et il y a par contre toujours eu plutôt du monde à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient assez sociaux et il y avait vraiment du monde à la maison et ça j'aimais ça. Et du coup, à partir de quand tu as commencé à voyager? Très vite, dès que j'ai pu, c'est-à-dire probablement vers 18 ans. Alors déjà avant, parce que je rêvais d'aller en colonie, mais ça, c'était pas possible. Mes parents disaient que c'était la punition, donc moi, je voyais pas de punition, au contraire, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller en colonie. Mais j'ai jamais été en colonie, sauf à 18 ans, j'ai passé mon BAFA, donc un diplôme d'animateur, pour partir en colonie, mais là, j'étais animatrice. Donc, pour me payer les vacances, entre juillet et août, tu vois, pour les petits boulots de vacances. Donc, j'ai passé mon diplôme d'animatrice. Et j'ai commencé à partir en colonie parce que j'avais ce diplôme d'animateur. Mais avant, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai commencé à voyager comme ça. Et puis après, très vite, dès que je gagnais un peu d'argent dans mes études, je partais là où je pouvais. Et puis, je partais pour pas cher. Alors, c'était un peu moins démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des low cost qui te permettent de voyager n'importe où pour pas très cher. Là, c'était un peu plus cher à l'époque. Mais voilà, ça me permettait de m'évader. Et donc, j'ai commencé à faire des voyages. Dès que j'ai gagné ma vie, par contre, là, c'était. Puis d'ailleurs, mes métiers allaient aussi vers l'international. J'ai fait mes études à l'international. Enfin, j'ai fait mes études justement, en qu'est-ce que quand est arrivé le moment de se dire, terminal, il faut faire le choix d'une orientation, tu es partie directement en Angleterre? Non, j'ai commencé. J'ai fait 2 ans en France et puis après, oui, très vite, dès que j'ai vu que ça pouvait s'ouvrir, j'ai fait une école de commerce. Après, très vite, je me suis ouvert vers une université en Angleterre pour passer. Donc, je me suis orientée vers la finance très vite en Angleterre et j'ai passé mes diplômes en Angleterre et mes équivalences. Après, je suis revenue en France pour passer mes équivalences et puis après, j'ai fait un master à Sciences Po à Paris et voilà pour passer toutes les équivalences derrière. Mais oui, j'aimais cette idée de pouvoir partir. Vers 20 ans, ça y est, je partais vers l'international et ça fait partie vraiment de ma vie. Pourquoi la finance? Alors plus par opportunité, parce que je savais pas trop ce que j'allais faire en fait, pour te dire. Tu sais, quand tu fais une école de commerce, tu vois différents trucs, mais moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc, par opportunité, j'étais plutôt bonne dans ce domaine et du coup, comme je suis arrivée en Angleterre, je parlais moyennement anglais, donc il a fallu d'abord que j'apprenne l'anglais parfaitement avant de pouvoir avoir mon diplôme, parce que je me retrouvais dans une université anglaise. Donc, il n'y avait que des Anglais et moi, mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour suivre. Donc, tu vois, il m'a fallu déjà 3-4 mois pour apprendre l'anglais complètement. Et puis après, j'ai pu passer, cette même année, après, là j'ai cravaché pour passer mes diplômes, quoi. C'était hyper courageux, du coup, de partir en Angleterre alors que tu parlais pas bien l'anglais pour faire un diplôme anglais. Non, c'était pas courageux parce que j'avais tellement envie de partir à l'étranger que de toute façon, n'importe quelle langue, je crois que je l'aurais apprise. J'ai tellement envie de changer de spectre, d'endroits, de rencontres, de voir comment ça vivait ailleurs, si tu veux. Que non, c'était pas courageux, c'était vraiment nécessaire. Ouais, tu t'es pas laissé le choix pour pouvoir accomplir tes rêves et ta soif d'avant. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment envie de ça, donc tu vois, à chaque fois que j'avais un rêve, et ça a été toujours le drive de ma vie. Dès que j'ai un rêve, je le réalise. Après, oui, ça demande toujours un peu de courage, mais tu sais, je suis pas sûre que ce soit du courage. Je pense que c'est plutôt
quand tu as quelque chose au fond de toi, finalement, il y a une force qui t'y pousse. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de travail. Et dans tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de travail. Mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, finalement, le travail et le nombre d'heures que tu passes dedans, tu le sens pas. Ouais. Tu le sens pas parce que moi, je sais pas travailler 4 heures répétitives sur un truc qui me plaît pas, alors que je sais travailler 15 heures par jour pendant plusieurs mois si je suis passionnée par ce que je fais. Et ça, c'est le propre, je crois, de beaucoup de gens. Le problème, c'est que souvent, on s'oriente vers quelque chose qu'on n'aime pas, alors on trouve le travail laborieux, c'est difficile, etc. Mais là, dès que tu t'es passionné par ce que tu fais, tu peux passer des heures à travailler sur un sujet et d'être heureuse, quoi. C'est ce que disent tous mes invités, c'est qu'en effet, maintenant, ils n'ont plus l'impression de travailler, en fait. Ils font ce pourquoi ils étaient faits, ils sont alignés avec eux-mêmes et ça roule. Exactement. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, moi, c'est souvent qu'on me dit, mais tu bosses comme une folle. Mais non, moi, je me lève le matin, je suis tellement heureuse avec cette joie dans le cœur que quand je me mets à créer quelque chose sur mon ordinateur, en écrivant, etc., j'ai pas le sentiment, j'ai l'impression d'être en phase avec ma vie, en phase avec ce que j'ai à faire, en phase avec ce que j'ai à donner, tu vois. Donc, alors, on peut appeler ça du travail, et c'est vrai qu'à la limite, c'est du travail, mais tu sais, je parlais avec un de mes neveux qui, quand il était un peu plus jeune, qui me dit les études, c'est pas mon truc, etc., parce que je suis pas très bon à ci et ça. Puis je le regardais jouer à la console vidéo et lui, il excellait à la console vidéo. Et il me dit, ah non, mais tu vois, mon truc, c'est le jeu vidéo, etc. J'ai dit, oui, tu es très bon dans le jeu vidéo parce que tu passes des heures à t'entraîner en jeu vidéo. Tu passerais le même nombre d'heures à faire des mathématiques, tu serais excellent en mathématiques. Donc, je crois que le vrai sujet, il est là, c'est qu'on devient excellent dans ce qu'on fait tout le temps. Et les gens ont tendance à s'approprier le fait qu'ils sont nuls dans quelque chose, alors qu'en réalité, simplement, ils s'entraînent pas à ça. Et je pense que quand on passe 15 heures par jour à faire ce qui nous plaît, finalement, les gens de l'extérieur se disent « Ah ouais, mais toi, t'es excellente là-dedans. » Non, c'est simplement que ça me passionne et à partir du moment où ça me passionne, je passe des heures et des heures dedans. Et effectivement, on devient expert dans ce qu'on fait. Ouais, on apprend en faisant. Exactement. Ouais. Et en s'entraînant et en pratiquant. Mais de la même façon qu'un enfant, on dit toujours les enfants sont surdoués pour jouer à la vidéo, c'est la nouvelle génération. Non, c'est simplement qu'ils passent des heures dessus. Là où nous, on n'avait pas de jeux vidéo à l'époque, ou très peu, et donc on passait pas des heures dessus. Mais si tu veux, à partir du moment où tu passes des heures sur quelque chose, c'est formidable parce que déjà, tu vois pas passer les heures. Comme un enfant devant sa console vidéo, il peut passer des heures, il s'est pas rendu compte qu'il a passé 10 heures dans la journée. Il n'y a plus de notion du temps. Exactement. Tu es vraiment dans cette passion. Et à partir du moment où il n'y a plus cette notion du temps, c'est que tu es en plein dans ce qui te plaît, justement. Quand tu regardes ta montre, c'est 5 minutes pour savoir à quelle heure tu finis. C'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. D'ailleurs, c'est un conseil que donnait un des experts dans le programme pour changer de vie en un mois où tu as participé. C'était de dire regardez ce que vous faites dans votre vie et qui vous plaît et vous ne comptez pas les heures en fait. Et on a tous des choses où on peut y passer plusieurs heures et on n'a pas l'impression que ça dure des heures et ça nous ressource. Et c'était un bon conseil pour se dire qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me ressource en fait. Complètement. C'est vraiment ça. Et puis surtout, souvent la question c'est mais oui, mais comment on fait pour se retrouver soi-même? Parce que c'est bien beau, moi j'ai un boulot, j'ai des crédits, etc. Et j'entends qu'il faudrait que je fasse quelque chose qui me plaise, mais je sais pas parce que je sais pas comment faire. Mais je crois qu'une des premières clés, c'est ça, c'est de voir là où on se rend compte que les heures n'ont plus de limite et que le temps n'existe plus. À partir du moment où ça vibre tellement, ça nous prend aux tripes. C'est que là, on a un début de solution dans ce qu'on peut faire. Ouais, carrément. Et donc, du coup, tu finis major de ta promo à Sciences Po, c'est super bien. C'est très bien formé. Et ça, comment tu le vis? Parce que c'est génial. Je crois que tu sais, après, tout ça n'est qu'une question d'ego, parce que quand tu sors avec un diplôme, que tu sois major, pas major, ou peu importe, la réalité, c'est que tu as un diplôme, ça t'ouvre des portes et point. Ça change rien à ma vie d'être major ou pas major. Je pense que le vrai sujet, c'est plutôt de suivre des études. Moi, j'ai suivi des études, mais j'avais pas du tout
je savais pas où ça allait mener. Tu vois, j'avais le sentiment que ma vie, elle était dans le partage, Donc, il a fallu que je donne un sens à ce que je faisais. Et tu vois, l'entreprise, parce que j'ai fait des études liées à la finance, donc ça s'est dirigé vers l'entreprise. Pour moi, l'entreprise n'avait qu'un sens qu'à partir du moment où il y avait un partage humain, parce que quel que soit le produit, c'est avant tout une équipe et une équipe humaine. Tu t'es pas face à des robots, tu es face à une équipe. Et voilà, l'aventure commence un peu comme sur un bateau. Tu sais que tu vas traverser l'Atlantique, tout l'équipage est sur le bateau. Même si tu as un excellent bateau, si tu as un équipage qui fait rien avec toi, même si tu es le commandant de bord, qu'est-ce qui va pas le commandant de bord, le capitaine, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera rien. Je veux dire, le bateau, il va aller forcément au tas si tout le monde s'y met pas et si il n'y a pas un enthousiasme de chacun à faire son boulot. Une entreprise, c'est ça. Et moi, ce qui me passionnait, c'était les relations humaines. Donc dans l'entreprise, j'ai trouvé mon bonheur absolu quand j'ai compris que voilà, si on voulait de la rentabilité là où ce pourquoi j'étais payée par des investisseurs pour faire des boîtes, faire grandir des boîtes, c'est pas de trouver de la rentabilité qui m'intéressait, même si la stratégie d'entreprise, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Le vrai sujet, c'est comment humainement on peut être heureux au travail. Et si chacun est heureux dans ce qu'il fait, même si ça demande beaucoup de travail, alors là, la créativité est extraordinaire. C'est quand on voit aujourd'hui les entreprises, notamment celles qui sont soulevées de fonds, l'humain est quand même complètement passé en dehors des préoccupations et c'est la rentabilité. Ton discours doit, j'imagine, aujourd'hui, parce que bon, on en revient de tout ça, doit résonner dans pas mal de personnes, je pense. Oui, et puis tu sais, il y avait, moi je me suis rendu compte qu'il y a eu un vrai changement de paradigme avec les jeunes et les nouvelles générations, puisque donc moi je suis dans le monde de l'innovation, j'ai été longtemps dans le monde de l'innovation, et quand tu arrives avec un projet devant des investisseurs, tu leur expliquais ton projet d'innovation, il fallait qu'ils mettent des millions sur la table pour que ça puisse avancer. Et nous, dans notre éducation, tu sais, moi je suis des années 70, donc dans notre génération, tu avais des investisseurs qui te passaient de l'argent, tu disais un peu oui à tout. Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent avec un projet et ils expliquent leur projet. Tu as les investisseurs qui, de la même façon, disent bon, ok, ça marche, mais tu m'enlèves ça, ça, ça. Et là où nous, on n'avait pas le courage de dire non, mais si on enlève ça, ça n'a plus de sens. Nous, on disait oui, ok, on va enlever ça, et puis on prenait les millions. La réalité, c'est que les gamins, ils arrivent avec une autre vision des choses. Et non, si on enlève ça, ça n'a plus de sens, donc ça ne m'intéresse pas, je préfère aller voir un autre investisseur. Et ça, il y a eu cette autorisation qui a été très différente de la nôtre. Je te parle des jeunes de 25-30 ans aujourd'hui, donc qui ont 20 ans de moins que moi, si tu veux. Et moi, j'ai envie de les aider à ça parce qu'ils ont le courage de dire les choses, qu'on leur a laissé cette liberté à leur âge de s'exprimer. Et ça change complètement les choses. Donc, non, je crois que là, il y a un vrai discours. Les jeunes aujourd'hui veulent avoir du sens dans ce qu'ils font. Nous, on a été éduqués avec une certaine rentabilité, avec pas trop. Le bonheur était quelque chose de compliqué dans les entreprises. Aujourd'hui, moi, je me rends compte quand j'ai repris des boîtes, parce qu'après la dernière qu'on a vendue à Dassault, j'ai continué à travailler pour des sociétés et lever des fonds, et je me suis rendu compte que la stratégie, en tout cas la méthode de management que j'ai mis en place, qui est vraiment une méthode de management qui est qu'à partir du moment où chacun est heureux dans ce qu'il fait, il devient créatif. Et quand tu es dans le monde de la recherche, demander à des ingénieurs de ne pas se tromper, ça paraît fou, quoi. Ouais. Et tu as des investisseurs qui disent non, on n'a pas le temps de se tromper. Mais si, on doit faire que ça, se tromper. Parce que si on veut faire de la recherche, il faut se tromper. Et c'est en se trompant, en amenant 1000 idées par jour, et en ayant 999 de fausses, ou d'à côté de la plaque, ou dans l'erreur, qu'on va trouver le chemin. Donc, tu vois, le vrai sujet, c'est un discours inverse que moi, je mets en place dans les sociétés, qui est au contraire, faites des erreurs, amenez des idées, et c'est au capitaine de trier et de prendre la responsabilité du chemin qu'on va suivre. Mais ça change tout. Et, c'est un truc, en effet, dans les entreprises aujourd'hui, en effet, si tu fais une erreur, tout le monde va te regarder en mode il a fait une erreur. J'ai interviewé Laura Di Muzio qui est championne du monde de rugby et aujourd'hui elle fait pas mal de conférences sur justement l'esprit d'équipe dans les entreprises et elle disait en fait quand quelqu'un fait une erreur sur le terrain,
bah voilà, quelqu'un a fait une erreur sur le terrain, soit tout le monde le monte du doigt et de toute façon, bon bah là, le jeu c'est fichu, ils perdent, soit ils en profitent, ils essayent de transformer ça tous ensemble en une opportunité en fait. Et c'est vrai que Et puis, c'est l'expérience, quoi. En fait, en plus, ouais. l'erreur, je veux dire, si tu parlais à Pierre et Marie Curie, ils ont fait combien d'erreurs pour avoir la vraie recherche. C'est pas des erreurs, c'est simplement le chemin. C'est comme si on disait à un enfant qui apprend à marcher, s'il tombe, il fait une erreur. Non, tomber fait partie du processus de réussite. Et moi, je le dis d'ailleurs toujours, la réussite, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais quand tu apprends à marcher, quand tu apprends à parler, eh ben, tu fais que des erreurs au début. Mais c'est pas dès que tu mets un jugement là-dessus, c'est une erreur, c'est négatif. Non, ça fait encore une fois partie du processus d'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est justement de faire des erreurs pour arriver de mieux en mieux, un pas après un autre, à pouvoir marcher, parler, construire. Donc la recherche, c'est ça, c'est essayer un tas de choses. Et une fois que tu essayes un tas de choses, bah, tu dis, tiens, alors ça j'ai essayé, mais ça m'a permis d'essayer un nouveau truc auquel j'ai pas pensé grâce au résultat de la première chose. Et là, tu commences à construire quelque chose. Tu vois, c'est ça le vrai sujet. Et c'est ce que j'apprends vraiment aux jeunes aujourd'hui, et même aux moins jeunes. Au contraire, d'arrêter de mettre un jugement sur le mot erreur. Parce que erreur, c'est mal, réussite, c'est bien. C'est faux. Ouais. La réussite fait partie intégrante, enfin, plutôt l'erreur fait partie intégrante de la réussite. Oui, et puis tu apprends plus des erreurs que des réussites en général. La réussite quelque chose. Oui, mais quand bien même, j'allais dire, il n'y a pas de réussite possible sans faire d'erreur. C'est impossible. Tu ne peux pas, il n'y a aucun individu au monde qui pourra dire j'ai appris la langue française sans faire d'erreur. J'ai appris à marcher sans tomber. J'ai réussi dans moi, si je parle d'un livre, j'ai écrit mon livre, mais j'ai jamais réécrit une phrase. C'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire que la réussite, on réussit à partir du moment où on accepte justement ce processus de tomber, de faire des erreurs. C'est ça, réussir. C'est prendre ce chemin-là. On trébuche, on tombe, on se prend des critiques. Et sans ça, mais il vaut mieux pas commencer. Parce que quand je dis il vaut mieux pas commencer, en réalité, c'est même pas tant ça. C'est qu'il va y avoir un processus de souffrance qui va se mettre en place justement parce qu'on n'accepte pas ça. Tu vois, quand moi j'avais essayé à un moment très tardivement c'est l'échec de ma vie. Et quand je dis échec, pourquoi échec? Parce que à partir du moment où tu te relèves pas une fois de plus que tu tombes, bah, ça s'arrête. Et l'échec, c'est quoi? C'est d'arrêter avant de réussir pleinement. Donc je te parle de ça parce qu'il y a une chose que j'ai jamais réussi à faire, c'est du roller. Alors ça paraît complètement ridicule pour plein de gens, mais donc j'ai pris des cours, voilà. Alors j'arrivais bien sûr, à me tenir sur mes trucs au bout d'un moment, mais j'ai jamais pris de plaisir à en faire parce que j'étais trop crispée. J'ai pit plusieurs heures de À quel âge tu as pris des cours? Très tardivement, vers, je sais pas, 35 ans. Donc, tu vois, j'aurais voulu peut-être plus petite, mais enfin bon. Donc, alors, j'ai trouvé ça génial. Par contre, dans ce processus qui était la première chose qu'on t'apprend à faire quand tu fais du roller, c'est d'apprendre à tomber. Parce que de façon sûre, tu vas tomber. Et c'est vrai pour tout. Tu vois, et j'ai trouvé ça génial comme processus. D'ailleurs, je l'ai mis en place dans les entreprises. Alors, non pas apprendre à faire du roller, j'en serais bien incapable, parce que moi-même, je sais pas en faire. Mais donc, pour moi, c'est l'échec de ma vie parce que je me suis dit à un moment, ben non, j'arrête. Et tant pis parce que j'avais quand même envie de le faire. Et puis après, c'était plus une question de, voilà, j'ai pas envie de tout me casser, tu vois, à mon âge, je préfère rester entière et donc c'est un choix. Mais si j'avais persisté, j'en aurais fait comme tout le monde, c'est évident. Mais tu vois, la notion de plaisir n'était pas complètement alignée avec le fait de me faire vraiment du mal. Mais en tout cas, tout ça pour dire que apprendre à tomber, c'est la base pour réussir quelque chose. Apprendre à tomber, si tu acceptes ça quand tu te lances dans une entreprise, quand tu te lances dans un projet, dans la cuisine même, si tu acceptes de te brûler, de te couper en faisant de la cuisine, tu peux te lancer dans la cuisine. Mais si maintenant tu dis, ah non, mais moi si je cuisine, je voudrais jamais me couper, jamais me brûler, jamais, ben vaut mieux pas commencer parce que de toute façon, sinon ce sera ce qu'on appelle entre guillemets un échec parce qu'on va pas réussir. Et dans tous les projets qu'on fait, je crois que c'est ça. Quand on intègre ça, ça fait juste partie du processus de la vie. Et ça, c'est fabuleux parce que du coup, tout est possible. Si tant est que, encore une fois, ce couple risque
et pourquoi motivation, donc, hein, la motivation que tu as en face. Moi, pourquoi j'ai arrêté le roller? Parce que la motivation n'était pas assez forte par rapport au risque que je prenais physiquement de me blesser, etc. Donc, à un moment, j'ai arrêté. Mais quand tu as une motivation forte et que tu acceptes simplement de tomber, de te prendre des critiques, et ben, tout va bien parce que quoi qu'il, tu vas réussir. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ouais, tu vois, j'en parlais hier, j'ai interviewé Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur français et qui a rejoint le pôle Nord et au pôle Sud en 50 jours. Et il disait, bah voilà, sa première expédition, il a emprunté un vélo de quelqu'un, il n'avait jamais fait plus de 50 km de vélo. Il s'est enchaîné, je ne sais plus combien de centaines de kilomètres pendant les vacances. Et en fait, il a appris en faisant. Et puis, bah voilà, tout n'était pas parfait, mais il y a un moment, si tu te mets trop de barrières, tu n'y vas jamais, en fait. Et tu n'y vas jamais, exactement. Exactement. Et avant d'y aller, vraiment d'accepter ce processus. Ouais. C'est ça le vrai sujet, parce que souvent, il y a des gens qui se lancent, ils tombent une fois, ça va pas. Les plus courageux, ils tombent une deuxième fois, non, là, c'est bon, là, je suis un gros nul, etc. Les très, très, très courageux vont essayer une troisième fois, mais forcément, on va tomber malheureusement, plus de 3 fois. Et encore une fois, je l'explique, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois de tout son poids. Donc, moi, ma barre, c'est 2000 fois. Tant que je ne suis pas tombée 2000 fois, je continue. Donc, et tu t'aperçois que des fois, 10-12 fois, ça suffit. Mais 10-12 fois, il y en a combien qui acceptent de tomber 10-12 fois avant de continuer? Tu vois, c'est ça le vrai sujet. Donc, oui, tu as raison. Et ce que disait cet explorateur, c'est juste. De toute façon, quand tu commences, c'est moins bien que quand tu le fais la deuxième fois, qui est encore moins bien que quand tu le fais la troisième fois. Et puis après, tu le fais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et là, tu commences ça y est, c'est parti. Donc, ça demande toujours un effort, c'est vrai. C'est en ça que c'est courageux, de toute façon, de se lancer. Ouais, au début. Et puis après, on apprend. Et puis on se lance après des nouveaux challenges. Et c'est reparti pour un tour. Exactement, et on progresse petit à petit, et c'est comme ça que vient la confiance, et la réussite est très vertueuse. Parce que plus tu réussis, plus tu as confiance en toi, et plus tu as confiance en toi, plus tu te lances, et plus tu te lances, plus tu réussis, etc. etc. Ouais. Alors que bien souvent, les gens font une fois, et puis, oh non, je suis nul, de toute façon, je ne suis pas un entrepreneur, j'arriverai à rien. Et puis finalement, ils ne font plus. Et parce qu'ils ne font plus, ils sont terrorisés à l'idée de faire une petite chose. Et finalement, il n'y a rien qui réussit parce qu'on part de loin. Donc, le plus on avance, le plus on ose, le plus, c'est parti, et ça devient vertueux. Ouais, on rentre dans une belle spirale. Exactement. Et donc, pour reprendre ton parcours, donc sans rentrer dans les détails de toutes tes expériences, tu as dirigé une agence de pub, plus exactement. Ouais. C'est à ce moment-là où tu as eu ton gros problème de santé? J'ai vendu mon agence de pub avant la bulle. Ça, quand on fait partie de la finance, on se rend compte que les arbres ne montent pas au ciel. Donc, j'ai bien senti le vent là-dessus. Donc, j'avais vendu mon agence. Et là, on m'a dit que c'était un problème congénital. Une communication interauriculaire, qui est une communication entre les deux auricules du cœur. Et oui, je me suis fait opérer du cœur à 27 ans. Ouais. Et là, ça a été un petit peu rock'n'roll. C'était une opération qui est maintenant courante, mais qui n'était pas forcément complètement. Et puis, ça reste une opération du cœur. Et donc, voilà, j'ai dû m'arrêter. Mais très vite, dans une hyperactivité quand même. Moi, j'avais beaucoup de mal à le dire. Je vais passer 6 mois ou 1 an à l'IT, donc ça, c'était pas possible. Et voilà, je suis remontée en selle assez vite. Et oui, c'était juste après la vente de mon agence de pub. Ouais. Et parce que j'imagine ce que tu mettais sur ton site, je crois que tu es retournée en selle quasiment 2 semaines après l'opération. Qui pouvait être considéré comme de l'inconscience par l'extérieur, j'imagine. Oui, un peu. Ouais. En fait, le sujet, c'est que, évidemment, pour avoir parlé beaucoup avec les médecins et cardiologues, le vrai sujet, c'était surtout je crois que comme tout à chacun, on a des modes de fonctionnement qui sont assez différents. Moi, à cet âge-là, ça me paniquait de me dire je vais rester enfermée dans un lieu où je pourrais rien faire, la rééducation, le machin, ça me paraissait lunaire. Donc effectivement, j'avais besoin d'occuper mon cerveau. Ouais. Et effectivement, la meilleure façon de l'occuper, c'est de repartir dans des projets de création de boîtes et autres. Ce qui était pas, c'était une façon de nier le corps aussi, et ça, je me rendais pas compte à l'époque. Si tu veux, pour moi, je vivais vraiment qu'au niveau du cerveau.
J'ai quelqu'un de très mental et donc j'ai nié pendant des années le corps, ce qui m'a valu plusieurs opérations d'ailleurs, et pas que du cœur, mais voilà, je n'entendais pas mon corps. Donc oui, évidemment, avec le recul aujourd'hui, je sais dire que c'était de l'inconscience. À cette époque-là, c'était la conscience que de toute façon, c'était moins mal que de s'enfermer un temps ou 6 mois dans un endroit et de ne pas pouvoir bouger vraiment. Et comment réagit ton entourage quand tu as dit que tu allais recommencer à bosser? Ça a été compliqué parce que déjà c'était des charges sur des charges. T'imagines les médecins, on va pas c'était déjà un temps en hôpital et puis après il fallait que j'aille en maison de rééducation pendant 3 ou 4 mois. Donc là, à 27 ans, si tu veux, t'as plus 5 ans, donc t'as quand même le droit mais c'était des charges sur des charges. Et puis après, mon entourage, mes parents ont essayé d'intervenir en me ramenant chez eux, en disant voilà, on va s'occuper de toi. Et puis au bout de 3 jours, j'étais partie. C'est pas possible, quoi. Tu vois, il fallait que. Donc oui, bien sûr que j'en rigole aujourd'hui, et c'est de l'inconscience probablement, mais je crois aussi que on fonctionne tous les uns les autres un peu différemment. Moi, j'avais pas forcément cette notion du corps. Je l'ai eu bien après, cette connexion au corps et que je niais. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que le chemin est plus long parce que la vie te ramène à cette compréhension. Après, voilà, il me savait aussi dans cette activité, il me savait aussi dans mon comportement et il savait que de toute façon, ce serait plus dur pour moi de m'enfermer que de me laisser vivre, quoi. Ouais. Et comment tu as réussi justement du coup à prendre conscience de l'importance de ton corps et qu'il fallait en prendre soin? Il m'a fallu malheureusement beaucoup d'expériences physiques, c'est-à-dire beaucoup d'expériences d'opération, de le corps qui parle et qui souffre. Sauf qu'à chaque fois, je me faisais opérer et puis hop, je repartais en selle, tu vois. Donc jusqu'au moment où quand justement j'ai vendu à Exali, la société à Dassault, j'ai perdu mon associé d'une crise cardiaque. Et moi j'en ai fait une un an après. Et là j'ai eu vraiment un électrochoc qui était mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. À 40 ans, de pouvoir de pas se rendre compte, il se passe un truc, quoi. Et en fait, le vrai électrochoc que j'ai eu, il était un tout petit peu plus tard, qui était qu'un jour, j'ai des copains qui me disent, c'était des grands sportifs et ils faisaient de la cryo. Alors la cryo, tu rentres dans une espèce de tube à moins 180 degrés, je sais pas quoi, et c'est pour les muscles, pour le. Bon, j'ai pas d'avis sur ce sujet. Les grands sportifs disent qu'ils récupèrent beaucoup plus. Et puis, il me disait, non, ce serait bien que tu viennes avec nous, tu vas voir, c'est génial, machin, c'est une belle expérience. Bon, me voilà partie là-dedans et tout le monde, tu restes que 3 minutes, hein, et puis c'est dans un centre médicalisé. Et tout le monde me disait, bon, c'est un peu froid, évidemment, tu rentres dans ce tube sec. Et moi, je rentre là-dedans et je me rends compte que j'ai pas froid. C'est-à-dire que j'avais une capacité à anesthésier mon corps sans m'en rendre compte. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait de la souffrance, à chaque fois, hop, immédiatement, j'anesthésiais mon corps, ce qui fait que je ne sentais pas mon corps. Et pour que je le sente, il fallait vraiment qu'il soit dans quelque chose de grave. Et donc là, j'ai eu un électrochoc parce que je me disais, attendez, c'est froid, vous êtes des chochottes, c'est froid, oui, c'est pas chaud, mais enfin. Et là, j'ai compris, tu vois, que quand ils me regardaient tous jusqu'au médecin, là, je me suis dit, là, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. C'est-à-dire que je suis tétraplégique. En réalité, si je sens pas mon corps, je suis tétraplégique, quoi. Ouais. Alors tétraplégique au sens évidemment pas la réalité du terme, et je mesure mes mots parce que je sais qu'il y en a qui vivent cette tétraplégie et j'espère que je choque personne en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas cette relation au corps et que je le niais tout simplement. Donc là, c'était juste un véhicule pour te transporter, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, qui me suivait partout. Et ok, s'il y avait un coup de calcaire, on passe sur le billard et puis hop, on résout le problème. Et puis, mais tu vois, j'en parle comme ça, mais c'était ça, quoi. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un vrai sujet. Et là, j'ai commencé à travailler, avec des thérapeutes. Je travaillais avec une femme extraordinaire aux États-Unis qui justement réconciliait le corps. Et souvent, d'ailleurs, c'est parce que tu vas figer des traumatismes dans le corps que tu veux plus l'entendre parce que la souffrance est trop forte. Mmh. Donc, ça m'a valu, si tu veux, tu sais, dans tout ce qu'on vit, il y a toujours un côté très positif et très négatif, et c'est équilibré à 50-50. Il y a toujours le côté pile ou face, l'ombre et la lumière, et ça m'a permis, évidemment, de réussir tout ce que je réussissais parce que j'avais une énergie folle, et de l'autre côté, j'entendais pas ça. Donc, jusqu'au moment où, voilà, je l'ai travaillé, ça a été long.
Ça a été une dizaine d'années de travail, mais voilà, je sens que évidemment, je vis tout autrement maintenant que j'ai réconcilié les trois centres, le mental, l'émotionnel et le corps, parce que ce sont trois dimensions complètement différentes. Et d'ailleurs, même dans les entreprises, amener ça et amener une autre forme. Tu vois, moi, j'ai toujours managé à l'intuition beaucoup, donc j'étais très connectée avec cette autre dimension. Malgré des études très scientifiques et mathématiques que sont les faits de la finance, tu vois, mais d'amener ces autres dimensions et surtout la dimension du corps, tu t'aperçois que finalement tu peux écouter très différemment ce qui arrive dans ta vie. Donc c'est une boussole absolue. Une boussole absolue. C'est Johanna Verdi que j'ai interviewée et qui faisait partie aussi du programme avec toi, qui recommande souvent en fait de faire ce qu'elle appelle le body check. Elle dit voilà, il vous arrive une situation, écoutez votre corps et puis vous verrez, il vous racontera plein de choses et que votre mental voudra sûrement nier, mais le corps ne ment jamais en fait. Complètement. Et d'ailleurs, tout le monde peut l'expérimenter, c'est-à-dire que on sent bien. Moi, c'est souvent des questions qu'on me pose. J'accompagne, je suis coach aussi, donc j'accompagne des gens dans leur parcours. Et souvent, ils disent ouais, mais je sais pas si ça vient de l'intuition ou si c'est pas mon mental qui me raconte ou mon ego qui me raconte des trucs. Et en fait, la seule façon de le voir, c'est dans le corps. On sent quand le corps est détendu, quand il est en joie, quand on sent cette émotion de joie, ça se passe par le corps, ça passe pas par le mental. Donc on sait. Et à l'inverse, quand on se dit tiens, ça me met en joie, ça me met en plaisir, etc., on sent qu'il y a une contraction dans le corps, donc on se raconte une histoire. Et là, on sait que finalement, on est dans le mental. Donc, le meilleur, vraiment, je sais le dire aujourd'hui, la meilleure boussole, c'est le corps. Ouais. De très, très loin. C'est une autre dimension qui nous amène ça. C'est vraiment, si je prenais l'image d'un ordinateur, c'est comme si on demandait à un ordinateur où est-ce qu'on a envie de partir en vacances. L'ordinateur, il ne peut pas savoir. Par contre, une fois que tu sais où tu veux partir, que tu as connecté ce qui a du sens pour toi, alors là, l'ordinateur, il peut t'aider à trouver 1000 façons d'y accéder, d'aller croiser des informations sur ta destination et t'apporter 1000 informations. Mais l'ordinateur lui-même, il peut pas savoir là où toi, au fond de toi, tu as envie de partir. C'est clair. C'est Daniel Blouin que j'imagine que tu dois connaître parce que c'est un ami de Christine Michaud. Daniel, il dit, vous pouvez pas demander aux autres ce que vous avez envie de faire. S'il y a que vous qui vous connaissez vraiment en fait. Et tu peux pas demander à ton mental non plus, ni aux autres, ni à ton mental. Ton mental, lui, ne fait que, comme l'ordinateur, croiser des informations, des connaissances, etc. Mais la destination, c'est ton cœur et donc ton corps aussi qui sait au fond de toi. Et quand je parle de destination, dans ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est écouter ces tensions dans le corps et à partir du moment où on sent ce corps détendu, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur si tu te lances dans un projet qui te plaît vraiment, il y aura toujours des peurs parce que c'est l'inconnu. Mais ça n'empêche quand même que c'est pas du tout la même contraction que je le fais, mais c'est pas ça qui me convient, etc. Alors on y croit pas. Moi, j'avoue que j'y crois. On dit souvent que les maladies qu'on a, c'est lié à. Si par exemple l'autre jour j'avais une sciatique et je suis allée regarder dans le dictionnaire des maladies et ça explique t'as une sciatique, c'est parce que c'est la jambe, t'as peur d'y aller. Et c'est assez amusant de voir les mots quand notre corps nous parle. C'est des mots MAUX, mais bon, ça peut être des mots MOT. De voir la symbolique et depuis que j'ai découvert le dictionnaire, j'ai regardé plein de choses sur des maladies de peau de personnes proches dans ma famille et puis tu lis les trucs et en fait tu fais waouh, c'est impressionnant en fait. Et d'ailleurs, comme dans tout, j'allais dire, l'important c'est pas d'y croire ou de pas y croire, c'est d'essayer. Tu vois, par exemple, tu dis, moi je regarde dans ce dictionnaire, j'allais dire, essayons. Regardez dans le dictionnaire quand vous avez justement mal quelque part et puis voyez si ça résonne. Tout comme et moi je le fais aussi parce que je trouve ça extrêmement aidant que de comprendre la signification et j'allais dire très souvent en fait 100% du temps, tu comprends. Ah mais oui, c'est ça. Et une fois que tu as compris, ça résout pas immédiatement un problème. Mais par contre, bien sûr, tu peux travailler dans cette direction. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux.
Mais C'est oui, clair. moi, non seulement j'y crois, mais encore une fois, j'allais dire, essayer dans tout ce que je prône, que ce soit dans mes livres, dans mon coaching, etc. Je veux pas que les gens croient, c'est essayer. Et puis si ça marche pour vous, c'est super. Si ça Ouais. marche pas, ça n'a pas d'importance. Vous aurez essayé. C'est marrant parce que en effet, il faut essayer. Tu vois, j'ai interviewé Vincent Karch qui était ténor donc à l'opéra et qui en parallèle était forestier avant d'être ténor et aujourd'hui maintenant Mhm. il fait de la sylvothérapie lyrique. Donc il fait des randonnées dans la forêt et en chantant et il disait typiquement le câlin aux arbres. Lui, bah voilà, il fait de la sylvothérapie. Tu pourrais dire que c'est un truc qu'il pratique au quotidien et qui marche énormément sur lui. Il dit bah moi ça marche un petit peu, mais il y a des gens où ça marche beaucoup plus et c'est pas leur métier. Et en fait, on a souvent trop de préjugés ou on se dit, on imagine que, mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Bien sûr. Bien sûr, et puis je crois qu'on met beaucoup de choses avec dans le même sac. Dès qu'on connaît pas quelque chose, on n'aime pas, l'ego n'aime pas, l'ego juge, etc. Après, moi je dis simplement essayons, parce qu'évidemment quand tu dis bah, c'est quelqu'un qui fait des câlins aux arbres, les gens se disent bon bah lui il est perché. Il y a beaucoup de gens perchés. La réalité c'est pas tant ça, c'est qu'on voit bien pour n'importe qui. D'ailleurs pendant cette période de confinement, c'est d'autant plus vrai, on peut le ressentir, qui est que hop t'es enfermé, les arbres te manquent, la nature te manque. Le simple fait d'aller s'adosser à un arbre, ça fait du bien à n'importe quel type d'individu. Donc, Ouais. le fait de marcher dans une forêt, on ne sait pas. Alors, on va se dire, ouais, c'est pas les arbres, c'est le fait de... Mais peu importe, le vrai sujet, c'est allons-y, essayons, ça fait du bien, n'essayons pas de chercher à mettre les gens dans des cases. Et je crois que c'est ça. Quand c'est vu de l'extérieur, un peu lancé comme ça, évidemment, ça peut sembler perché. La réalité, c'est qu'on est une matière vivante ou une vibration qui fait qu'on n'est pas déconnecté ni des uns des autres, mais ni du reste des êtres vivants, que ce soit des Ouais. animaux ou des plantes ou des arbres. Évidemment qu'on est tous connectés. Donc sans ça, il nous manque une partie de nous. Carrément. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton premier livre. Avant qu'on parle de ce livre, après la vente du coup d'Exalide, tu es parti au Népal. T'as organisé ton voyage en 4 jours pour partir 5 semaines. Comment ça t'est venu à l'idée de dire je vais partir au Népal? Alors, ça faisait déjà un moment que je projetais de partir, en réalité. Alors, pas forcément au Népal. J'étais partie, je m'étais dit, voilà, après la vente de la société, je pars faire le tour du monde. En fait, c'était vraiment mon projet. Et puis, je vis avec une très belle personne depuis des années. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Et à ce moment-là, c'était oui, oui, on va partir. Et puis, au moment où, sachant que je m'arrêterai jamais de travailler, vu la façon dont je travaille depuis que j'étais née. Et puis quand j'ai dit mais ça y est, là je vends et puis on part, là ça a été un petit peu plus en recul et du coup je me suis pris comme un mur parce que moi mon coup d'après, j'avais l'habitude de vivre avec des coups d'après. Et mon coup d'après c'était le tour du monde. Sauf que là je m'étais préparée psychologiquement à ça parce que moi j'y allais, on y allait quoi. Et puis là non c'était non mais attends moi je suis pas prêt comme ça et finalement, je me suis pris comme un mur. Et là, il a fallu que je parte. Et en fait, par opportunité, en fait, j'ai pu trouver un guide. Je la fais courte, mais par opportunité, j'ai pu trouver un guide. Et là, je me suis dit, moi, je vais tomber si je pars pas. Et je suis partie au Népal parce que c'était vraiment une destination qui ça aurait pu être le Tibet. Là, c'était le Népal, mais j'avais envie d'apprendre à vivre au présent, là où toutes mes études m'ont appris à avoir des coups d'avance. Parce que la stratégie d'entreprise, il faut avoir 10, 15 coups d'avance. Et à force d'être en coup d'avance, le problème, c'est que tu vis jamais l'instant présent. Et donc, tu connectes jamais la joie. Parce que la joie, tu ne peux la connecter qu'en vivant l'instant présent. Et donc, je suis partie, effectivement, j'ai appelé ce guide, qui n'était pas un guide touristique, qu'une relation, 5 jours après, m'avait passé. Et j'ai appelé ce guide et je lui ai expliqué mon état. Et je lui disais, voilà, je crois que je vais tomber. Je lui ai expliqué un peu ce que j'avais vécu. J'étais à 2 doigts d'un burn-out après la vente de cette société, mais un burn-out qui n'était pas un burn-out de pression, mais plutôt de passion. Et on peut faire un burn-out, c'est-à-dire un moment où la fatigue est trop forte, parce que j'étais passionnée dans les décalages horaires, et en fait, je lui ai expliqué voilà que j'avais pas du tout le physique, mais que j'avais un mental et que de toute façon je voulais partir, je voulais apprendre à vivre autrement. Et il m'a dit bon très bien, je constitue l'équipe
Et valait mieux parce que j'étais à peine capable de me porter, donc valait mieux pas que je porte en plus mon sac. Et on est parti 5 semaines en ligne. Enfin, je suis partie seule, en fait. Oui, c'est ça, c'est la question que je voulais te poser. Du coup, tu es partie toute seule. Ouais, je suis partie seule et j'en avais besoin et j'ai eu vraiment besoin de faire ce break et je crois que c'était vital. Je crois qu'il fallait que je parte. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé la vie, vraiment, parce que ça m'a sauvé en tout cas de cette chute profonde. Et si tu veux, ça a été assez radical parce que c'était physiquement difficile. Hein. Les températures, c'est moins 25 la nuit, c'est plus 25 le jour. Donc tu prends des amplitudes de 50, on est monté à 5000 mètres. Donc c'est vraiment physiquement. Mais justement, dans ce physique, finalement, moi qui passais 15 heures par jour devant un ordinateur et je faisais très peu de sport, bon, à côté de ça, j'avais quand même une physiologie qui faisait que j'avais fait beaucoup de sport jeune, et puis on montait à mon rythme, hein, tu vois, comme j'avais une équipe pour moi, Ouais. on montait à mon rythme, hein, il n'y avait pas de course, il y avait pas le but c'était pas de faire un maximum de kilomètres par jour, c'était plutôt d'aller à mon rythme et puis d'apprendre à reconnecter avec le présent, donc beaucoup de silence, puis t'es happé par le paysage, donc ouais, je suis partie 5 semaines seule avec ce guide et les Sherpas. Et c'était évidemment les prémices de cette aventure de kilomètre zéro. Ouais, ton premier roman. Donc du coup, quand tu rentres en France, enfin déjà Ouais. là quand tu pars, donc comme tu disais, t'arrivais même plus à te porter toi-même. Comment ton entourage t'a accompagné pendant cette période avant justement ce voyage et au moment où Alors le voyage, pas tout le bien? monde a été un peu le moment. Alors déjà quand je décide de partir, bon, personne n'essaie de me retenir parce que j'ai toujours été très décidée dans ce que je faisais dans la vie. Donc à partir du moment où j'avais un truc dans la tête, je l'avais pas ailleurs. Et de toute façon, quand j'ai un truc dans la tête, dans le cœur, personne peut m'arrêter. Donc ça, mon entourage a très vite compris que c'était pas possible. Alors surprise, ça c'est sûr, en disant mais comment ça tu pars oui, ça y est, je pars dans 4 jours. Mais comment ça, avec qui? Enfin bon. Et voilà, et j'ai toujours suivi ces intuitions-là, et ça, enfin, tout le monde m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. En tout cas, j'ai la chance, voilà, d'avoir une famille avec moi, d'avoir des amis qui sont très proches avec moi et qui ont toujours cru en moi. Donc, à aucun moment, personne n'a jugé de ce départ. Ils étaient un peu inquiets forcément, mais bon, à côté de ça, je voyageais toujours beaucoup. Enfin, à travers mon travail, j'ai toujours voyagé beaucoup et seule, donc, enfin voilà, je suis pas perdue dans le voyage. Et par contre, oui, 5 semaines, d'autant plus que voilà, moi j'étais enfin, je suis toujours en couple avec la même personne d'ailleurs, hein, mais depuis, on s'est jamais quitté, outre 2-3 jours de déplacement de travail, mais on s'était jamais quitté. Donc là, 5 semaines, ça a été effectivement un peu choquant pour tout le monde, mais j'avais besoin de ça et tout le monde l'a compris et ils m'ont encouragé vraiment, comme dans tous les projets que j'ai fait. Ouais. Et quand ça, c'est très important. Très important d'ailleurs. Quand tu voyais que tu n'allais pas bien, est-ce qu'ils te disaient tu devrais ralentir ou ils disaient de toute façon... Bien sûr, mais moi je l'entendais pas forcément. Et combien de fois on m'a dit Maud, calme-toi, je sens que tu t'écoutes plus ton corps, t'es plus. Et je disais ouais, vous avez raison, mais j'entendais rien quoi, j'entendais rien du tout. C'est ça le problème. Et puis après t'es là pour le coup dans un cercle vicieux où de toute façon tu peux pas arrêter quoi. Parce que tu as toute une équipe avec toi, tu as toute une boîte à tenir, tu peux pas arrêter. Ou alors, enfin, si, tu peux arrêter. En tout cas, avec le recul, je sais que j'aurais pu faire des choses autrement, m'entourer davantage, recruter davantage. Mais voilà, tu vois, c'est ces erreurs-là que j'ai pas su faire à ce moment-là. Et bien sûr que mon entourage le voyait. Et moi, j'ai eu la chance de survivre. Je te dis, mon associé, lui, il est resté, quoi. Donc voilà, je pense qu'à un moment, ouais, on peut éviter des écueils et c'est sûr que apprendre à s'écouter, écouter son corps et écouter son entourage. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est très souvent que je me fais redresser la tête en disant attends, Maud, là, tu t'entends pas un truc, parce que c'est des gens, et c'est vrai que l'entourage c'est quelque chose de fondamental dans la vie, des gens qui sont avec toi, qui croient en toi et qui sont toujours bienveillants avec toi, ça c'est fondamental parce que tu sais que quand ils te disent quelque chose, c'est pour de vrai. C'est pas pour te jalouser, c'est pas pour t'ennuyer, c'est pas. Et ça, de constituer une base solide dans son quotidien, c'est fondamental. Ça, je crois que c'est une des plus grandes clés de ma vie, une des plus grandes richesses de ma vie d'ailleurs, que d'avoir des gens que j'aime et des gens qui m'aiment profondément et qui peuvent m'aider à voir les choses, parce que des fois, on n'a pas assez de recul.
Ouais, c'est mon mari qui parfois il me challenge sur des trucs et ça m'énerve, donc je deviens un peu agressive et il me dit mais tu sais, n'oublie jamais une chose, je t'aime et donc si je te dis les choses, c'est pour ton bien et c'est parce que je prends soin de toi. Et c'est vrai que je me le dis de plus en plus, tu vois, quand il me dit des trucs et que ça m'énerve, je me dis ok, il dit pas ça pour m'embêter, il dit ça pour mon bien et du coup ça me fait prendre le truc avec un autre regard. Et même si, voilà, ça m'énerve quand même parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie d'entendre, en fait, ça fait quand même du bien de les entendre au final, quoi. Et si d'ailleurs ça nous énerve, c'est bien que quelque chose en nous est touché. Parce que sinon, ça serait différent. D'ailleurs, quand on reçoit une remarque de quelqu'un, mais qu'on sent que ça ne résonne pas, il y a une sorte de ouais, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, je ne comprends pas, et puis ça ne résonne pas. Mais à partir du moment où on vient nous dire quelque chose et que ça résonne, mais même de quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui vient nous dire quelque chose et que ça résonne, ou que ça nous énerve, etc., c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste pour nous. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est touché. Et il suffit simplement de le voir pour. Mais oui, je te rejoins 1000 fois. Je crois que c'est ça, quand tu vois et quand tu as vraiment un cercle fort et serein avec toi, bah, tu peux t'appuyer, tu as le droit de ne pas voir les choses toujours au bon endroit. Et je crois que quand tu peux t'aider de gens qui voient clair aussi, moi, je dois dire que c'est ma plus belle richesse dans la vie, quoi, d'avoir un entourage que j'aime profondément et qui je sais même profondément à travers tout ce que j'ai pu parcourir. Ouais. Et du coup, quand tu es revenue de ton voyage au Népal, j'imagine que tu as été transformée. Tu n'étais plus la même personne. Alors, je crois que en fait, tu connectes des choses en toi. C'est surtout ça. Alors moi, quand je suis rentrée, je me suis préparée aussi à ce retour parce que j'avais pas envie de faire porter justement à mon entourage quelqu'un qui avait tout vu, tout compris, tout machin. Parce que déjà, c'est pas le cas. Mais c'est juste que effectivement, tu te sens un peu différent, mais tu peux pas arriver avec tous ces changements d'un coup. Donc, je m'étais vraiment préparée à ça pour ne pas déstabiliser de trop mon entourage aussi. Mais à partir du moment où tu rayonnes de quelque chose qui est juste pour toi, bah, naturellement, ça rayonne pour les autres aussi. Ouais, c'est super que tu aies eu cette prise de conscience parce que souvent, ton enjeu déjà, c'était de te remettre sur pied, c'était le cas de le dire, et de penser parce que souvent, quand les personnes font des démarches pour être mieux dans leur peau, souvent il y a de la casse avec l'entourage, alors casse ou en tout cas ça peut s'effriter parce que oui, on va plus vite que l'entourage sur certains points et si on n'est pas raccord, ça peut créer des tensions finalement. Bien sûr. Là, bon, moi, ça faisait quand même des années que je travaillais sur moi, sur différents sujets. Celui-là, je l'avais pas. Donc, je savais, tu vois, et puis je me suis longtemps épuisée à essayer de changer les autres. Et en fait, le vrai sujet, c'est juste d'amener de la lumière sur son chemin. Et à partir du moment où tu éclaires ton chemin, ça invite naturellement les gens à avancer avec toi. Donc, je m'étais vraiment préparée parce qu'ils avaient toutes ces années étaient tout proches de moi, ils m'avaient aidé et j'avais pas envie vraiment de leur faire porter. Et puis tu sais, dans ces chemins-là, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de très personnel et tant que tu le vis pas, c'est difficile à raconter aussi. Donc le changement intérieur peut être très fort à l'intérieur et pas forcément se voir complètement à l'extérieur, et ça va avec ça moi ça me va bien avec ça, je veux dire, parce qu'il n'y a pas besoin que ça se voit de l'extérieur. Donc ça m'a demandé de prendre un peu sur moi, parce qu'en plus je rentrais la veille de Noël, parce que je voulais être là avec ma famille pour Noël. Donc du coup, tu vois, j'arrivais à Paris avec tout ce business autour de cette commercialisation autour de Noël. Et là, moi, je descendais de l'Himalaya, tu vois. Donc ça a été un petit peu... Mais voilà, je m'étais bien préparée à ça et voilà, j'ai pu faire participer... j'ai pu extérioriser une expérience, mais sans aller au-delà, en fait. Je pense que ça rayonnait en moi. Ouais. Et donc ton livre Kilomètre Zéro, tu t'es dit je vais l'écrire pour mes amis. Comment ça t'est venu cette idée? C'est génial de se dire je vais écrire un livre pour mes amis. Alors en fait, l'Himalaya, mon premier voyage en Himalaya, je l'ai fait en 2010. J'en ai fait un deuxième en 2012 pour une association. Enfin, je partais avec une amie qui s'occupait d'une association plutôt. Et j'ai écrit Kilomètre Zéro en 2015. Donc ça veut dire que, tu vois, j'ai mis
je l'ai pas écrit tout de suite. Je l'ai pas écrit à la suite du voyage. Ouais. Mais à chaque fois que j'expliquais comment je réussissais, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ma vie, et puis de ce qui rayonnait de moi, souvent on me disait mais Maud, pourquoi t'écrirais pas un livre, ce serait génial, etc. Et puis à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi ça me paraissait lunaire, d'écrire un livre. Et pour mes amis, j'ai eu envie de partager voilà, ce qui m'aidait dans la vie, parce que c'était 25 ans de développement personnel, 25 ans de voyage, 25 ans de rencontres, 25 ans d'apprentissage, de cultures différentes, etc. C'était pas un seul voyage, ce livre Kilomètre Zéro, même si ça se passe dans l'Himalaya, et j'ai pris le décor du Népal, et d'ailleurs tout le trek que j'ai fait au Népal, parce que tous les décors sont vrais dans Kilomètre Zéro. J'ai pris ce décor-là, mais la réalité, c'est que les messages que je partage dans ce livre, c'est plutôt ces 25 ans de recherche, de travail, de voyage, de rencontres que j'avais voulu mettre. Et je l'ai écrit pour mes amis, effectivement. Et un jour, je me suis dit, voilà, je vais les réunir quand je l'aurai fini. Et puis, je vais leur offrir. Et puis, pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Donc, j'ai sorti 100 copies chez un imprimeur. Et puis, je leur ai offert. J'ai pas 100 amis, mais j'ai vraiment des gens qui m'ont tendu la main dans la vie, qui ont compté pour moi, des relations de travail, etc. Et puis, je leur ai offert ce livre. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait effectivement là. Et ils l'ont lu, ils m'ont appelé en me disant qu'ils ont trouvé ça génial et qu'ils voulaient l'offrir, mais je n'y croyais pas une seconde. Je dis, vous êtes mes amis, c'est sympa, merci, merci d'être avec moi. Et non, vraiment, ils ont insisté, ils m'ont fait retirer 500 exemplaires derrière. Et ces 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec votre livre? On va absolument vous rencontrer. Et l'aventure est partie comme ça. On a 300 000 livres aujourd'hui. C'est juste fou, quoi. Ouais, c'est juste fou. Dans 2 ans de temps, c'est juste fou, quoi. Donc, du coup, il a été diffusé quand? Voilà. Tu l'as publié quand, du coup? Alors, en auto-édité, parce que j'ai commencé comme ça, en l'offrant à mes amis, jusqu'à 10 000 exemplaires, c'était en auto-édité, en fait. Alors ça, c'était en 2000, il est sorti en 2015, je l'ai offert en 2015, en fait, et 2 ans après, il est sorti sous la version Erol, où il n'y a pas énormément de changements, parce que là, la version auto-éditée était déjà très, très lancée, donc c'est le même titre. On a juste changé la couverture, et puis retravailler certains passages qui étaient un peu complexes, et voilà, mais sinon c'est quasiment le même. Et il est sorti en 2010, donc en 2015 en version auto-éditée, en 2017 en version Erol, chez mon éditeur, et en poche il est sorti l'année dernière, donc en 2019, en octobre 2019 en poche. D'accord. Et là, il a été édité, traduit dans différentes langues, et puis un peu, c'est chouette, c'est une belle aventure, quoi. C'est une très très belle aventure. Ah, puis c'est un super livre que je recommande à tout le monde. Et il y a beaucoup d'informations scientifiques dans Kilomètre Zéro. Comment tu t'es j'ai travaillé pendant des années sur l'unicité, sur l'unité, c'est vraiment un thème qui me passionne depuis toujours. Scientifique aussi, avec des laboratoires de recherche sur justement la physique classique n'amenait pas ça. Aujourd'hui, la physique quantique nous permet de voir les choses un peu différemment, d'expliquer aussi ce qui était inexplicable avant, et d'expliquer que effectivement, mathématiquement, chimiquement, on arrive aujourd'hui à prouver qu'on n'est qu'une matière vibrante, qu'une énergie vibrante. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette énergie, mais on est constitué de cellules. Les cellules sont composées d'atomes avec un noyau, des électrons qui tournent autour, et donc c'est à l'échelle macroscopique, c'est un noyau, des électrons qui tournent autour, et c'est une grande masse, ça crée cette grande masse vibrante, mais c'est du vide. 99,999% de ce qu'on est n'est que du vide. Et c'est ça qu'aujourd'hui on est en train de travailler pour justement prouver que cette matière de vide, c'est une matière intelligente. Et ça encore, la science n'est pas encore complètement démontré, mais ce qu'on s'est démontré, c'est que il n'y a que cette grande masse vibrante qui existe. Ouais. Et donc ça fait réfléchir. Quand on lit, moi je sais que j'ai mis du temps à le lire parce que besoin de digérer toutes les informations qu'il y a dedans, quoi. En dehors, il y a beaucoup de façons de le lire, et c'est vrai que souvent les gens me disent, je l'ai lu une première fois pour lire le roman, et on était happé par le roman, et puis après de revenir sur certaines choses qui m'ont permis de transformer ma vie. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que les gens se transforment petit à petit à la lecture du chemin de la protagoniste. Je suis très très touchée parce que
Parce que je crois que c'est ça, et le plus beau cadeau pour moi, ça a été de me dire, bah voilà, à cœur ouvert, je l'ai écrit pour mes amis, et peut-être que j'aurais pas su l'écrire comme ça si je savais que ça allait être lu par des millions de personnes. Parce que je me suis dit, non, je peux pas être à cœur ouvert comme ça, et finalement, bah, c'est ce que ça m'a autorisé, c'est-à-dire que les gens se sont tellement emparés du livre, de ce roman, et aussi bien les gens qui lisaient pas que des gens qui étaient complètement investis dans le développement personnel. Que ça m'a complètement dépassée parce que je me suis dit mais c'est le plus beau cadeau qu'il m'offre, et j'ai écrit le 2e livre, Respire, le plan est toujours parfait, pour les lecteurs, là pour le coup, pour mes amis aussi, mais pour les lecteurs, mais avec cette même authenticité, parce que c'est ce que j'explique, ils m'ont autorisé à être juste moi-même, et il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire ce qui est en phase avec nous, et quand tu as 300 000 lecteurs qui en demandent encore parce qu'ils ont adoré. Alors je me dis, alors j'ai le droit d'être moi-même, et j'enlève tous les costumes que j'ai mis pendant des années en entreprise pour me cacher et montrer qu'une image de dirigeant, de bulldozer, ou ce que tu veux, tu vois. Donc je crois que c'est ça, le plus beau cadeau, là où je voulais le faire pour mes amis, ouais, c'est eux qui me l'ont fait. Ouais, c'est vrai que tu vois, moi je l'ai lu, j'ai lu les deux évidemment, et moi je lis sur Kindle et je l'ai beaucoup surligné, et en effet dans les deux il y a une intrigue, donc t'as envie d'avancer parce que t'as envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages qui sont hyper attachants, mais d'un autre côté il y a plein de choses qui sont assez profondes, et là je me disais que j'avais envie de relire, enfin pas relire le roman, mais relire juste tout ce que j'avais surligné pour. Ouais. Et ce que je disais à Thomas Samut, qui a écrit, alors lui c'est pas du tout un roman, mais c'est un livre sur tous les enseignements qu'il donne à toutes les personnes qui coachent, sachant que lui c'est un préparateur mental. Et le livre de Thomas, je l'ai lu, qui s'appelle Un cancre dans les étoiles, où il raconte son histoire aussi. Thomas, son bouquin, je l'ai lu l'été dernier, et je l'ai relu juste avant de l'interviewer. Et j'avais, pareil, surligné sur mon Kindle. Et en fait, en relisant un an après, il y avait des trucs qui résonnaient pas du tout en moi de la même façon. Et c'est hyper intéressant de se dire qu'en fonction des personnes, évidemment, ça va résonner différemment. Mais pour une même personne, en fonction de l'avancée dans sa vie, ça n'a pas le même impact, en fait. Complètement. Et on peut relire des fois un livre plusieurs fois à des moments différents de notre vie. Moi, ça m'arrive encore, et de se rendre compte qu'on a grandi, on a changé, et naturellement, on entend les choses différemment et avec une autre profondeur. Donc, c'est ça qui est fabuleux avec un livre. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, enfin, ce que j'aime en écrivant, c'est que tu vois, quand on parle, on enregistre et puis on oublie, alors qu'un livre, il reste quelque chose dans lequel on peut autant de fois qu'on veut revenir et retracer. Alors, quand je dis on parle, c'est vrai que si tu enregistres, tu peux revenir aussi dessus. Mais dans une conversation, effectivement, sinon, tu as entendu une fois, et puis tu as entendu des trucs, tu as retenu une fraction de choses, et puis hop, tu as oublié. Et je crois que c'est le propre justement de ces enregistrements ou de ces livres où tu peux te replonger des années après et l'entendre encore. Carrément. Et aujourd'hui, tu es coach aussi en parallèle, donc tu es romancière. On peut dire à succès, parce que là, je voyais que tes livres sont en rupture de stock, donc c'est top. Et donc, romancière à succès et coach. Du coup, pour le coaching, est-ce que tu as suivi des formations ou finalement… Oui, je crois que c'est important d'ailleurs d'avoir… le coaching, c'est très différent de la psychothérapie ou de la psychiatrie d'ailleurs. La psychiatrie qui est vraiment que ce soit la psychologie ou même la psychiatrie, c'est plutôt de l'ordre évidemment de la médecine. Le coaching, c'est pas de ressasser tout un passé, c'est de partir d'un moment T0 pour aller vers un objectif précis. Donc accompagner quelqu'un, c'est justement partir de ce moment-là et puis de l'accompagner jusqu'à un objectif. Et pour ça nécessite évidemment, c'est un travail moi c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas changé de métier, ça fait 20 ans que j'accompagne des gens, même si j'étais directrice financière, j'ai toujours eu plusieurs choses à la fois. Et puis d'ailleurs, je pense que tout est compatible. Tu peux pas gérer une entreprise ou faire même de la stratégie d'entreprise si t'as pas un minimum de compréhension de l'être humain. T'arrives à rien. Enfin, je trouve ou alors t'arrives à toutes ces boîtes où les gens souffrent énormément. Donc oui, j'ai suivi déjà moi-même. J'ai moi-même parcouru ça, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers les émotions, que ce soit à travers le mental.
J'ai appris différents outils, hein, que ce soit la PNL, que ce soit l'énéagramme, que ce soit la communication non violente. Je suis passée par différents outils pour justement moi-même me guérir d'un certain nombre de choses, parce que pour accompagner les gens, il faut aussi connaître le chemin. Et je me suis aussi rendu compte que ça passait aussi bien au-delà de la conscience. Tant qu'il y a des mots qui sont figés dans le corps, on pourra comprendre un tas de choses, mais les mécanismes se remettront toujours en place. Ouais. C'est-à-dire que même si tu comprends, dès qu'arrive un événement, si tu défiches pas les choses dans le corps, moi, c'est ce que je comprenais pas, tu vois, j'apprenais, je comprenais, etc., mais je répliquais toujours, et puis mon corps réagissait toujours parce que j'avais pas défigé les traumatismes du corps. Et c'est ça. Et des fois, c'est des tout petits chocs, mais si tu les défiches pas dans le corps, tu peux pas avancer. Donc c'est cette méthode que j'ai mis en place à travers le coaching, qui est de pouvoir accompagner les gens, mais de travailler non seulement sur les croyances limitantes, etc., ce que font beaucoup de coachs, mais bien au-delà de ça, d'aller en profondeur dans le corps pour pouvoir défiger ce qui bloque, les peurs qui peuvent bloquer, les freins qui peuvent bloquer, voilà. Et oui, je trouve que c'est un équilibre, parce que quand tu accompagnes des gens, à chaque fois, tu apprends aussi toi-même, et je trouve que c'est un vrai équilibre de vie pour moi que de se ramener à cette posture, parce que je crois qu'un bon coaching, c'est de se rendre compte que il n'y en a pas un qui sait, l'autre qui... tu vois, je ne crois pas au coaché, je crois que chacun amène son pouvoir pour l'autre. Et à partir du moment où... Parce que chacun a son pouvoir, comme dans une entreprise. Tu vois, le coach pourrait se dire j'ai le pouvoir d'être au-dessus de tout le monde, etc. Et puis le coaché pourrait se dire oui, tu m'attends. Oui, je disais que cette histoire de pouvoir, quel que soit le métier, quand tu comprends que tu peux mettre ton pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, alors il émerge quelque chose de très très important. Et dans le coaching, cette posture d'égal à égal, c'est fabuleux, parce que tu n'es plus que de cœur à cœur entre deux êtres humains et tu peux à ce moment-là laisser émerger chez le coaché ce qui est le plus important pour lui, et l'accompagner dans quelque chose qui va lui permettre de se révéler. Donc oui, j'aime vraiment ça. Et du coup, tu coaches des personnes en individuel, mais tu coaches aussi des entreprises, entre guillemets. Moi, je coach en individuel, que ce soit des dirigeants d'entreprise jusqu'à n'importe quel individu en réalité. Par contre, effectivement, mon coaching, c'est vraiment, je considère que le coaching, ça fonctionne à partir du moment où la personne est très, très décidée à être coachée. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer ou qui veulent le bonheur, etc. Mais tu sais, c'est un peu, je prends souvent l'image de, moi, je veux aller me baigner, j'ai envie d'aller nager, j'ai envie de nager même indéfiniment, sauf que j'ai pas envie de me mouiller. Et là, on a un problème. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent le bonheur, moi, je veux être heureux, je veux être bien. Par contre, j'ai pas trop envie de changer. Et là, on a forcément une équation qui devient difficile. Donc, j'accompagne tout type de personnes, si tant est que je valide dès la première séance qu'ils sont vraiment prêts à vraiment se mouiller, quoi. Ouais, et c'est pas toujours simple. Donc voilà, moi, ma méthode est que voilà, ce que je veux, c'est que la personne puisse avancer. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un de très motivé. Ouais. Du coup, tu les suis pendant combien de temps? Pardon? Les personnes que tu les suis pendant combien de temps? Ça dépend du voyage qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'un coaching, ça peut être n'importe quel type de voyage. Tu vois, ça va de je veux me lancer dans un projet, mais j'ai des freins qui m'empêchent Mais le coaching, c'est pas une thérapie. Ça veut dire que ça va pas durer des années. C'est plutôt 7, 8, 10 séances. C'est pas 200 séances, si tu veux. Ouais. Tu vois, on est très loin de la psychothérapie ou de la psychanalyse qui partent pour 20 ans. Non. Après, ça dépend vraiment du voyage de chacun, et chaque voyage est fabuleux si tant est qu'on veut vraiment changer. Ouais. C'est donner les moyens d'avancer, parce que souvent, en effet, il y a des gens, tu leur dis, tiens, fais ça, et puis tu lui dis, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Mais quand tu n'as que des noms, tu dis, ok, en fait, tu n'as pas vraiment envie d'avancer. Et parfois, c'est inconscient, hein. C'est ni bien ni moins bien. C'est juste qu'on n'est pas forcément, la personne n'est pas forcément prête, ou pas forcément prête à faire ce voyage. Mais ça, on le sait tout de suite. Dès la première séance, première séance même de téléphone, je sais dire, on va pouvoir y aller, ou moi, je suis pas la bonne personne pour. Mais voilà, ça, c'est sûr que je choisis vraiment des gens qui sont très, très motivés. Et ça n'empêche pas des peurs, et ça n'empêche, évidemment, tout ça fait partie aussi du voyage, hein, et c'est évident.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui, même dans tout ton parcours, qui t'ont inspiré et qui t'ont permis de te guider. Alors, je vais te dire, toutes les personnes m'inspirent. Un enfant qui vient de naître jusqu'à n'importe quel style de personne, n'importe quel animal m'inspire aussi. Je crois que c'est justement ça, c'est l'observation des autres et de voir que chaque personne sur notre chemin nous apporte quelque chose. Moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Donc, dès que je croise quelqu'un, je prends du temps pour le connaître parce que c'est ce qui fait que je sais qu'à un moment, je vais pouvoir avancer. Et oui, je me sers de toutes ces rencontres. Dans n'importe quel type de domaine, oui, chaque personne a quelque chose d'extraordinaire à nous apporter, ça je le crois vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Maud de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ? Je crois que je me pose souvent cette question, déjà parce qu'on me l'a déjà posée, mais aussi parce que je me la pose souvent et moi je le vois. Alors je me la suis posée souvent comme tiens, ce que je voulais quand j'avais 6 ans, est-ce que c'est ce que je suis aujourd'hui? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vécu mes rêves. Donc à chaque fois que j'ai un rêve, je le réalise. Donc je sais que je suis au bon endroit. Et puis après, en contrepartie de la petite fille de 6 ans, moi je me projette toujours sur mon lit de mort, qui est quand je serai à l'article de la mort et que je me retournerai sur ma vie. Qu'est-ce que je changerais ou qu'est-ce que j'aurais changé ou est-ce que, par exemple, pour prendre une décision, chaque jour, je me dis ça quand j'ai une décision importante, tiens, sur mon lit de mort, si je prends cette décision, est-ce que j'en serais fière? Et immédiatement, ça me donne la bonne décision à prendre. Ouais. Donc, tu vois, il y a à la fois cet enfant qui se regarde et je prends beaucoup de temps pour parler à mon enfant intérieur parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré quelquefois. Et je prends beaucoup de temps pour ça. Et oui, je sais que mon leitmotiv, c'est de faire de mon mieux et j'ai le sentiment de faire de mon mieux chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où je tombe, il n'y a pas des moments où bien sûr qu'il y a plein de moments où je fais des erreurs, mais je ne mets pas de jugement là-dessus. Je fais de mon mieux. Et à partir du moment où on fait de son mieux, il n'y a pas de regret. Et à partir du moment où après je me dis, tiens, et sur mon lit de mort, est-ce que ça aurait de l'importance? Est-ce que cette décision, c'est la bonne? Immédiatement, tu trouves le chemin. Ouais. J'ai un journaliste qui m'interrogeait sur quand Respire est sorti, mon deuxième roman, qui me disait, mais Maud, vous n'avez pas peur de... Kilomètre Zéro est un énorme best-seller, vous n'avez pas peur que le deuxième ne plaise pas et que finalement le premier soit un coup de peau, etc. Et moi, je disais non. Pourquoi? Parce que j'ai fait de mon mieux. Et je ne sais pas faire mieux. Et si on n'aime pas Respire, on n'aime pas le deuxième, j'aurais fait de mon mieux et j'ai d'autres choses à raconter et je les ai racontées avec mon cœur. Donc, et je sais de façon sûre qu'il y a des gens pour préférer Kilomètre Zéro et puis il y en a d'autres qui préféreront Respire. Et puis, ça n'a pas d'importance parce que moi, j'ai fait de mon mieux. Et je ne peux pas regretter. Je sais que c'est beaucoup de travail, et ça correspond, mais j'ai donné de mon mieux. Et je crois que c'est ça le sujet pour moi. C'est pas de me dire j'attends qu'il y ait tant de ventes, etc. Non, c'est quand même ça ferait du bien qu'à une personne sur Terre, j'ai eu raison de m'investir à fond dans l'écriture de ce deuxième livre. Ouais. Et puis voilà, et quand tu es là, tu t'aperçois que tu vois le deuxième, alors que le premier était un énorme best-seller, Respire est monté au top 5 en l'espace de 15 jours. Donc tu vois, c'est au-delà de moi, quoi. C'est au-delà de moi et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre, quoi. Et je crois que c'est ça. Faire de son mieux, tu peux pas avoir de regrets. Donc la petite fille de 6 ans qui avait ses rêves de faire un monde meilleur, je crois que je l'honore chaque jour parce que c'est aussi ce qui me drive. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je trouve toujours la bonne direction et tout de suite la bonne direction. Mais voilà, je tâtonne, j'expérimente, c'est ça la vie. Expérimenter en donnant le meilleur de soi-même, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Surtout qu'en plus, toi, tu étais plutôt une femme de tableau Excel plutôt qu'une femme de mots. Ouais. Exactement. Oui, j'ai commencé d'ailleurs à écrire Kilomètre Zéro sur Excel, ce qui a été une catastrophe. Sur Excel? Ah oui. Je vous défie donc même en essayant de calculer, de créer des formules pour relier les phrases, non, c'est pas bon du tout. Prenez Word pour ceux qui veulent écrire et ouais, non, j'en rigole des fois parce que c'est vrai, je le raconte parce que c'est vrai. Je commençais à écrire des cellules parce que je connaissais bien Excel et pas du tout Word et voilà, et ça n'a pas d'importance parce qu'en fait le vrai sujet c'est pas moi quand les premiers freins qui sont arrivés quand j'ai eu l'intuition d'écrire ce livre, c'est immédiatement, mais bon, rappelle-toi tes notes de français, c'était pas excellent, etc. Et en fait, le vrai sujet, c'est pas ça, parce que j'écrivais pas, je voulais pas écrire un livre comme Shakespeare, je voulais pas être inspirée de Shakespeare, je voulais écrire un livre sur des choses que j'avais envie d'apporter,
qui n'est pas un exercice de style en français. J'écris pas extraordinairement bien. Le vrai sujet, c'était de faire passer des messages. Donc c'est ça qui avait du sens pour moi. Et d'ailleurs, comment ça t'est venu de dire que c'était un roman? Parce que finalement, tu aurais pu écrire un espèce de petit guide de développement personnel. Ouais. J'avais commencé par me dire, tiens, je vais noter des clés pour mes neveux qui me demandaient tout le temps, mais comment tu fais pour réussir à ça et ça. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que que je voulais faire ce cadeau et j'avais bien en tête le cadeau que je voulais faire à mes amis, enfin, ces cette centaine de personnes. Et je me suis dit, un des livres qui a révolutionné ma vie 20 ans avant, c'était La prophétie des ondes de Redfield, James Redfield, et j'avais trouvé extraordinaire que ce soit écrit sous forme de roman parce que je m'étais complètement laissée happer par cette histoire, et c'était un roman et en même temps les messages étaient profonds, et je m'étais dit c'est extraordinaire parce que on a l'impression que ce livre est écrit pour moi. Et donc, quand j'ai eu envie de faire passer des messages, j'avais pas envie de faire un livre de manuel où il y a un sachant qui donne des enseignements. Je trouve ça dommage parce que déjà, j'en avais pas la légitimité, mais j'avais juste envie de partager des clés qui m'étaient chères, et je m'étais dit, tiens, si je fais ça à travers un roman comme La prophétie des ondes m'avait vraiment bouleversée, je me dis, bah, si je fais ça à travers un roman, les gens verront peut-être qu'un roman et ne trouveront aucun enseignement de ce livre, ou alors peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont avoir envie d'essayer, comme la protagoniste. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Ce qui m'a bouleversée, c'est que les gens se sont approprié le truc, et aussi bien les hommes que les femmes m'ont écrit en me disant, mais je pourrais être Maëlle, quoi. Les hommes, centaines de messages d'hommes qui m'ont écrit en me disant, voilà, j'ai jamais écrit un auteur, en plus je pleure en vous écrivant, mais j'ai l'impression que ce qui est arrivé à Maëlle, c'est moi, quoi. Et pourtant, je suis un homme. Donc, tu vois, le sujet, c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'on vit tous des choses qui nous touchent et on ne sait pas forcément l'exprimer. Et moi, j'avais envie d'être à cœur ouvert avec mes forces et mes faiblesses, avec l'humilité de dire, voilà, j'ai aussi des grosses faiblesses, là où vous voyez qu'une carapace et la réussite. Ben non, derrière cette réussite, il y a aussi beaucoup de peur, il y a eu aussi beaucoup de chutes. Et c'est ça que j'avais envie de parler de ça, parce que souvent, c'est complexant de voir quelqu'un qui réussit tout, et on a l'impression de se dire, bah voilà, alors lui ou elle réussit tout, moi je suis nulle, etc. Mais en fait, pour réussir, il faut juste comprendre les processus et puis dépasser certaines peurs. Et quand on a ces clés-là, que moi j'ai appris à travers ces voyages, à travers ces rencontres, à travers ces recherches, ces lectures, ces écoutes de conférences, et c'est pour ça que je veux aussi accompagner aussi les gens à travers ces conférences que je fais un peu partout dans le monde, parce que des fois, un mot, ça aide. Et de se rendre compte, à chaque fois que je raconte quelque chose, je raconte l'envers du décor et non pas la réussite elle-même telle qu'on la voit, mais plutôt l'envers du décor et toute la face immergée de l'iceberg qui est que c'est pas si simple que ça, mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend que avant d'en arriver là, je suis tombée 1000 fois aussi. Et c'est ça qui m'intéresse de prôner, parce que sinon chacun est dans ses complexes de moi j'ai pas de chance donc je réussirai pas, ou moi je me décourage donc je suis quelqu'un qui est pas courageux. Non, moi je me suis découragée 1000 fois avant de réussir chaque chose. Donc, je me suis découragée, j'ai procrastiné, voilà, et tout ça, je le raconte parce que je crois qu'on mérite tous de se révéler tel qu'on est, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément, c'est extraordinaire. Donc, oui, j'ai envie de révéler ça chez chacun. Ouais. C'est chouette. Qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens? Comme tu viens de le dire, faire des choix, tu fais des choix tout le temps, tout le temps. Donc, moi, j'ai renoncé à plein de choses par choix. Par exemple, je le vois encore aujourd'hui, je suis très sollicitée pour un tas de projets, pour un tas de... et je suis obligée de dire non, parce que si je dis oui à tout, je peux plus être dans mes projets à moi, dans ce qui a du sens. Tu vois, par exemple, si je veux écrire un 3e livre, je peux pas passer mon temps à répondre à toutes les interviews et dire oui à toutes les interviews. Et pourtant, ça me coûte, parce qu'il y a plein de projets que je trouve géniaux, de gens qui se... Mais voilà, donc renoncer, c'est tous les jours, je dois renoncer à des projets qui pourraient me plaire, mais si je dis oui à tout, forcément, je me dis non à moi, et voilà. Et quand je me dis oui à moi, forcément, je suis obligée de renoncer à des choses qui pourraient m'intéresser, mais auxquelles je peux pas répondre tout le temps. Donc des renoncements, j'en ai tous les jours. Après, je n'ai jamais renoncé à un rêve, ça jamais. Pour moi, quand j'ai un rêve et un truc qui résonne en moi, alors ça non, ça devient prioritaire, et ça peut mettre du temps, mais je renonce pas. Donc je poursuis
cette liste de rêves, parce que je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre, j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc, je sais que ça peut s'arrêter à n'importe quel âge. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant, je peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et je réalise exactement mes rêves. Donc, je continue ça. Ouais, je continue ça. Pour toi, ça a été quoi les plus grandes difficultés que tu as dû gérer et comment tu les as gérées? Quelles ont été les plus grandes difficultés? Déjà des problèmes de santé, donc ça, tu vois bien à quel point t'es fragile en tant qu'être humain et que ça bascule d'une seconde à l'autre. J'ai souffert physiquement, donc la souffrance physique, même si la souffrance morale est très dure aussi, mais la souffrance physique c'est très pernicieux parce que tu peux plus rien faire si t'as mal. Profondément mal, tu vois, il y a plus de possibilités, tu peux plus réfléchir, tu peux plus envisager quoi que ce soit d'autre que la guérison. Donc ça, pour moi, la souffrance physique a été très très difficile. Donc une des barrières les plus lourdes, ça a été ça, de comprendre que quand tu es déjà en pleine santé, tout va bien. Après, des difficultés, j'en ai vécu beaucoup. Ce que je disais, à partir du moment où tu te lances dans un projet, rien n'est si simple. C'est-à-dire que tu sais que tu vas tomber, que tu vas être, qu'il va y avoir aussi des gens pour te jalouser, des gens pour te critiquer, des gens et pas toujours bienveillants. Donc psychologiquement, c'est difficile. Donc c'est tout un parcours de détachement de l'ego. Que d'être en force sur quelque chose. Donc, les plus grandes difficultés, c'est d'être face à soi, et c'est ce qui nous fait grandir d'ailleurs, sur la reconnaissance de notre essence profonde versus notre ego qui nous raconte toujours l'histoire de les autres t'en veulent, les autres, si tu n'y arrives pas, c'est à cause des autres, etc. Donc, cette responsabilisation, connecter cette responsabilité de voilà, quand on veut quelque chose, quand on se lance dans quelque chose, quand on poursuit un rêve, on sait que ça va être difficile et ça, je me suis habituée à ça et face aux événements de la vie parce qu'on vit tous des choses et des traumatismes les uns les autres. Tu perds quelqu'un de proche que tu aimais profondément, c'est d'énormes douleurs à traverser et chaque être humain a ses douleurs à traverser, donc j'en ai traversé comme tout le monde et j'en traverse encore tous les jours comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Mais je crois que c'est cet apprentissage qui fait que petit à petit, il y a un détachement. Et détachement, ça ne veut pas dire un m'en foutisme. Ça veut dire voir les choses un tout petit peu différemment et un petit peu autrement. Et là, tu parlais d'un éventuel troisième roman. C'est quelque chose auquel tu penses? Oui, voilà, j'avance. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mûrir et d'être vraiment alignée. Je l'ai vu pour le premier, que cet alignement parfait de chaque phrase me permettait d'être au bon endroit. Le deuxième s'est fait comme ça aussi. Et je veux que le troisième, je ne sais jamais si j'écrirai un deuxième ou un troisième. Quand j'ai écrit le premier, pour moi, il n'y en avait qu'un. Et puis après, j'ai eu d'autres choses à raconter. J'ai écrit Respire 4 ans après. J'ai écrit Respire. Et puis, 3 ans après, pardon. Et puis le troisième, voilà, il mûrit, il est en train de se mettre en place. Il mûrit déjà en moi. Et puis après, quand je me pose. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, parce que ça, on ne sait jamais avant de l'avoir écrit jusqu'au bout. Bon, en tout cas, pour moi, je ne sais pas dire ça. Et je veux que ce soit dans la même résonance que les deux autres. Oui, ça ne soit pas la course à l'écriture. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et si je dois en écrire que 2 dans ma vie, j'en écrirai que 2. Et j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux, c'est que ce soit juste et que ce soit dans la même résonance. Parce que je crois que c'est aussi ce qui fait la magie avec les lecteurs, qui est, j'écris pas pour écrire, j'écris pas pour faire chaque année un livre, etc. Non, j'écris pour essayer de faire du bien et c'est pour ça que je veux pas cette course ni à la rentabilité ni quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est pouvoir être vraiment en phase avec ce que j'ai à apporter. Et le jour où j'ai moins de messages à apporter, je peux le faire autrement, par des conférences, par autre chose que par l'écriture. Donc, je veux être vraiment alignée avec ça. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? De mes relations, probablement. De mes relations, de mon entourage. Ma plus grande richesse, je te le disais tout à l'heure, c'est les gens que j'aime, c'est les gens qui sont à côté de moi, qui m'aiment. Je crois que s'il y a une chose qui doit rester à la fin de ma vie, c'est de me dire que j'ai pu créer un cercle d'amis, de vivre avec une personne que j'aime profondément et avec un entourage, une famille que j'aime profondément aussi, et voilà, qui me rendent ça. Donc, ce dont je suis la plus fière, c'est sans doute de mes relations. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui et qui te disent en fait,
T'as eu que de la chance dans ta vie? Moi, je crois pas en la chance. Après, je n'irai pas me battre là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui préfèrent croire que c'est de la chance, j'irai pas essayer d'avoir raison. Je crois que la chance, elle se provoque. Après, tu sais, c'est aussi ce qu'on dégage de soi. Si on est sans cesse en train de montrer que cette partie émergée de l'iceberg, les gens peuvent s'associer à ça à partir du moment où tu expliques ce que tu as vécu aussi, en étant le plus objectif possible, qui est j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai traversé ça, ça, ça et ça. Et ben naturellement, les gens se rendent compte que c'est pas forcément que de la chance, mais plutôt un parcours d'expérience. Et puis, je pense que le fait qu'on peut te renvoyer cette chance-là. Et puis après, il y a des gens qui, effectivement, préfèrent se cacher derrière les autres ont de la chance et moi, j'en ai pas, comme ça, j'ai rien à faire. Et je me lance pas parce que j'ai pas le courage d'eux. Mais j'essaierai pas de persuader les gens que c'est de la chance ou pas de la chance. C'est toujours, je crois que le facteur change, s'aligne avec ta vibration. Si tu vibres et que tu crois en ce que tu fais, naturellement, la chance, on peut l'appeler ça comme ça, on peut l'appeler différemment d'ailleurs, mais en tout cas, moi, les synchronicités se mettent en place à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu fais, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Mais je crois que le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais rien lâcher. À partir du moment où on a un pourquoi extrêmement fort en soi et qu'on sent que c'est au bon endroit, que c'est vraiment ça qu'on veut faire, le conseil que je pourrais donner, c'est accepter de tomber une fois de plus, enfin de se relever une fois de plus que d'être tombé. Je crois que c'est ça le sujet. On peut tout réussir, on peut vraiment réussir ce qui a du sens pour nous à partir du moment où on accepte ce chemin d'apprentissage. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est, en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est, voilà, si ça a du sens, c'est-à-dire que ça peut aider une personne ou si ça peut faire du bien à une personne, alors continuez, ne lâchez rien, parce que des critiques, il y en aura toujours, des gens pour être jaloux, il y en aura toujours. Et puis parfois même, c'est même par amour qu'on vous décourage à faire des choses parce qu'en face, il y a de la peur. Mais ne lâchez rien. Quand vous avez quelque chose au fond de vous, c'est que vous êtes au bon endroit sur votre chemin. C'est quoi tes prochains défis? J'ai arrêté d'être dans le défi, très honnêtement. Ouais. J'ai été beaucoup dans le challenge et dans le défi plus jeune. Aujourd'hui, j'ai pas envie de défier la vie. J'ai juste envie de répondre à ce que la vie me propose. Donc, en tout cas, ce qui me drive et ce qui me fait du bien, c'est toujours pour moi je sais pas ce qui est bien complètement pour moi. La seule chose, c'est que voilà, j'envoie à l'univers ce qui a du sens. C'est-à-dire pour moi, c'est de grandir, c'est de servir les autres, c'est d'apporter un peu de lumière aux autres et de faire encore un monde meilleur, un tout petit peu plus qu'avant que j'y sois passée. Et voilà, si l'univers a des idées, n'hésitez pas à m'envoyer ces idées. Je lui dis tout le temps, n'hésite pas, tu sais mieux que moi ce que je peux faire et ce que je peux apporter. Donc, si tu as des idées, donne-les-moi et puis moi, je suivrai cette réalisation-là. C'est ce qui s'est passé en écrivant. Je venais pas de ce monde-là et voilà, c'est ça qui m'est venu. Et du coup, peut-être pas tes prochains défis, tes prochains rêves? Enfin, ou tes rêves actuels que tu aimerais. Ouais, mes rêves, c'est voilà, la vie me sert différentes choses. Donc là, c'est de continuer à voyager, à rencontrer des gens. Voilà, mes rêves, c'est cela. Et puis de continuer à grandir avec les autres. Donc ça passera par effectivement des conférences un peu partout sur la planète, des rencontres avec des civilisations nouvelles. Tu vois, c'est de continuer dans cette direction, mais voilà, à servir les autres et puis à partager le peu que j'ai compris et puis de grandir avec tous ces échanges-là. Ça, c'est vraiment pour moi la continuité de ce que je vais faire et il n'y a pas de date de péremption pour ça. Tu vois, c'est jusqu'à la fin de mes jours. C'est clair. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À l'univers déjà. Merci à l'univers avant tout de m'accompagner, de co-créer avec moi. Avant tout. Et l'univers, c'est nous tous aussi, puisqu'on fait partie pour moi de ce grand tout et j'ai passé des années à démontrer cette unité entre les uns et les autres. Donc j'ai envie de dire merci à tous, merci à tous et à tout ce qui nous entoure et dont on fait partie, parce que c'est ça qui fait la magie de la vie.
Et si je devais descendre d'un cran, je dirais évidemment merci à tous ceux qui croisent ma route. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de hasard et je ne suis pas sûre que je saurais rencontrer les 7 milliards de personnes sur Terre, mais en tout cas, tous ceux qui croisent ma route m'ont fait grandir. Donc, un immense merci pour ça. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi, vraiment d'avoir initié ça, d'avoir osé ça, et merci de me donner cette possibilité d'offrir qui je suis. Je suis très touchée, Charlotte. Merci beaucoup. À très vite. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter ce nouvel épisode. Je vous ai parlé de beaucoup d'épisodes de Pourquoi pas moi aujourd'hui. Je vous ai mis tous les liens sur le site pourquoipasmoi.co et je vous ai également mis les liens des livres de Maud. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.